Yacine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Civicio. On est en direct du coup en présence de Victor Dédage et puis de Niki qui est juriste et défenseur des droits de l'homme. Victor qui est journaliste militant et qui soutient, qui est depuis très longtemps qui travaille sur la cause d'Assange et puis sur d'autres informations aussi. Je vais les laisser se présenter tout doucement. Je vous laisse rejoindre le direct. Bienvenue à toutes et à tous sur Civicio. Donc aujourd'hui on va discuter de Julian Assange. N'hésitez pas du coup à partager le live. Bienvenue à toi Kim. Salut Lynn. N'hésitez pas du coup à partager le direct un maximum autour de vous. Ça va être un sujet extrêmement intéressant. On va faire un direct qui va durer à peu près une petite heure. On va du coup essayer de faire un maximum de temps de parole. Et puis à la fin, on prendra un petit peu de temps pour faire du question-réponse. Donc je vais vous laisser d'abord vous présenter chacun à votre tour. Et puis après, on va enchaîner directement. C'est bon pour vous? Oui, oui. Je te laisse commencer, Niki? Oui, oui, oui. Allez, vas-y, je t'en prie. Bonjour tout le monde. Donc, comme Yacine il a dit, je suis juriste, barrister et solicitor, admise au barreau en Australie et en Irlande du Nord. Je suis aussi auteur et scénariste. Et ça fait au moins 2 ans que je milite vraiment très très activement pour Julian Assange et la liberté de presse et la liberté en général. Et je te passe le micro. Oui, moi je suis Victor Dédage, je suis un co-administrateur d'un site d'information alternative qui s'appelle Le Grand Soir. Je suis un citoyen journaliste comme on dit, ma profession c'est l'informatique, mais depuis 30 ans à peu près j'ai fait du journalisme à titre d'intérêt personnel au début, maintenant à titre de cause. Je suis co-auteur de plusieurs livres de géopolitique, j'en ai un qui sort au mois de septembre. Et depuis environ 2 ans maintenant, je me suis engagé à fond dans la défense de Julian Assange, parce que c'est une affaire qui nous intéresse tous, notamment les médias alternatifs, plus particulièrement. Très bien. Du coup, bienvenue à toutes et à tous sur Civicio. On va démarrer l'interview. On va essayer d'échanger de manière large. Il n'y a pas de, comme vous le savez, il n'y a pas de questions très très précises sur la chaîne. On essaye de faire le point de manière globale. On va s'intéresser un peu déjà à faire le point sur la situation d'Assange actuellement. Je pense que ça peut être bien pour commencer. Et puis ensuite, on élargira un peu sur d'autres sujets, parce que je sais que vous avez plein de choses à dire. Donc je vais essayer de vous laisser la parole le plus possible. Est-ce que tu veux commencer, Victor, pour faire peut-être un peu le point sur la situation d'Assange actuellement, pour celles et ceux qui nous rejoignent et puis qui suivent le sujet de loin? Oui, bien. Je te laisse commencer. La situation actuelle d'Assange, elle est la suivante. Il est enfermé dans une prison de haute sécurité. Il s'agit du journaliste le plus primé au monde du XXIe siècle. Il est en isolement 24 heures sur 24 pratiquement. Il a une demi-heure d'exercice. Il souffre d'une maladie pulmonaire qui rend sa présence dans une prison avec le Covid-19 extrêmement dangereux. Il est dans un état psychique et physique pas très bonne, pas du tout bonne même. Les médecins qui l'ont examiné, qui ont réussi à l'examiner au mois de février, ont constaté chez lui des traces évidentes de torture psychologique. Nous avons constaté, quand je dis nous, pas moi personnellement, mais les camarades qui ont assisté au procès, aux séances, aux audiences, tribunal, ont constaté qu'il avait du mal, ne serait-ce qu'à prononcer son nom et sa date de naissance. Que c'est quelqu'un qui est régulièrement harcelé par les autorités de la prison de Belmarsh, qui est une prison qui est censée recevoir des criminels de haut vol. C'est une prison de haute sécurité. À titre d'exemple, lors d'une audience au mois de février dernier, il a été changé de cellule 5 fois dans la nuit avant l'audience. Il a été fouillé au corps à nu 3 fois et menotté 11 fois. Et tous ces documents ont été confisqués. C'est comme ça qu'il a été présenté au tribunal dans une cage blindée où littéralement il n'entend pas ce qui se dit dans la salle et où on ne l'entend pas, isolé de ses propres avocats qui n'ont pratiquement pas accès à lui. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc, danger de santé, danger évidemment d'une injustice énorme qui va lui tomber dessus, victime d'un système pénal qui, depuis le tout début, depuis le premier jour, a fait preuve non pas d'une partialité, mais je vais utiliser le terme de criminalité dans la gestion de cette affaire. Avant
de rendre la parole, je vais remonter tout au début de l'affaire pour donner un exemple. Un des meilleurs moyens de rendre une affaire incompréhensible, c'est d'abord de le rendre super compliqué. Les gens n'arrivent pas à suivre. L'autre, c'est de dire des choses assez contradictoires les unes après les autres, et un peu comme qu'on a vécu avec le Covid-19, plus personne ne comprend rien. Une troisième méthode, c'est de répandre des mensonges et des contre-vérités constantes. Bien. Alors je vais remonter jusqu'au Big Bang, si je puis dire, dans l'imaginaire des gens, pour leur donner un exemple. Le viol en Suède. J'ai l'habitude pour dire dans les interventions sur Assange, si vous faites partie des gens qui n'ont pas vraiment suivi de près l'affaire Julian Assange, ou si vous vous êtes juste un petit peu intéressé sans plus que ça à l'affaire, tout ce que vous croyez savoir et toutes les images qui vous ont été semées dans l'esprit sont probablement faux. Et j'insiste là-dessus. Tout ce que vous croyez savoir, tout ce que vous êtes persuadé de savoir est probablement faux. C'est là où je commence avec le Big Bang, qui va vous étonner probablement. Julian Assange n'a jamais été accusé de viol. Oui, mais Victor, tous les médias, ouais, c'est le problème qu'on a. Tous les médias ont. Alors comment est-ce qu'on passe entre un gars qui n'a jamais été accusé de viol et un gars qui se fait arrêter en Angleterre avec un mandat d'arrêt international? Et un gars ici devant les caméras qui est en train de vous dire un truc complètement absurde, a priori. Ben c'est très simple. Il suffit de mettre entre les deux affaires une personnage qui s'appelle Marianne Ny, qui est une procureure suédoise, qui va faire la chose suivante. Au vu des dépositions de femmes qui sont allées voir la police pour une affaire qui n'avait rien à voir avec viol, je les ai lues, les dépositions, le mot n'est pas prononcé, où il n'y a aucune accusation de violence. Marianne Ny va créer une écriture en faux, un faux témoignage, un faux mandat d'arrêt, en changeant les propos tenus par les femmes pour les faire passer comme de viol, et ceci est du domaine public, c'est pas Victor qui est en train d'élucubrer. On trouve le mandat d'arrêt sur Internet, on trouve les dépositions, et on voit qu'elle a subtilement, complètement modifié et piqué des passages pour faire croire que. Voilà le début d'une affaire monstrueuse qui va consister à rabattre le gibier Assange entre les filets de la justice britannique pour le livrer pieds et poings liés aux États-Unis. Pourquoi? On va pouvoir en discuter, mais je vais couper court en disant parce que dans ces années-là, en 2010, Wikileaks, par sa forme de journalisme militant, par sa forme de militantisme, par sa détermination à faire respecter votre droit au savoir du public, votre droit de savoir, représentait littéralement une menace existentielle pour les pouvoirs corrompus en place. Pendant un certain temps, les médias ont vu la curiosité et se sont approchés de Wikileaks pour travailler avec. Quand ils ont vu que Wikileaks n'était pas une organisation qui allait faire des compromissions par rapport à sa mission, ils se sont vite détachés de ça et se sont même retournés comme des amants délaissés, je ne sais pas, avec une violence extrême contre Wikileaks jusqu'à réécrire l'histoire de ce qui s'est passé et de qui a fait quoi. Ils ont réécrit l'histoire de qui a fait quoi. Et la presse britannique, normalement, s'est livrée à un véritable lynchage du personnage de Julian Assange. Et ils l'ont accusé de tout, ils l'ont accusé d'être un étron, littéralement, d'être un antisémite, d'être un mec d'extrême droite, d'être un mec d'extrême gauche, d'être un aventurier, d'être un opportuniste, d'être un égoïste, d'être un narcissique, d'être un mégalomane, d'être toutes les caractéristiques, tous les termes qui évidemment colleraient parfaitement aux journalistes qui étaient en train de l'écrire. Oui. Bien. Ils étaient en train de... D'ailleurs, ils ont même accusé Wikileaks de faire des choses que c'est eux qui l'ont fait. Tout ceci, encore une fois, est du domaine public. Exemple, on dit aujourd'hui, et beaucoup de gens pensent que Wikileaks est une sorte d'organisation d'aventuriers qui balançait des trucs sur Internet. Ouais. C'est probablement une des choses que vous avez à l'esprit comme ça, qu'on vous a bien collé. Mais je vous invite à remonter en 2012, par exemple, novembre 2012, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a un article dans le Sydney Morning Herald, un journal australien, écrit par Julian Assange, à l'époque où il avait encore le droit d'écrire dans la grande presse. Nous sommes en novembre 2012, où il s'énerve littéralement, il s'offusque de le comportement des journalistes qui étaient en train de collaborer avec Wikileaks, en leur disant « Vous ne pouvez pas continuer à nous pousser
à publier des choses comme ça sans les vérifier. Vous ne pouvez pas être perpétuellement à la recherche du scoop. Il y a du sérieux à appliquer dans le travail que nous faisons. C'est pas un jeu. Et il dit littéralement, j'ai l'impression de me trouver dans une cour de récréation. Voilà ce que Julian Assange écrivait en 2012, reprochant aux grands médias leur manque de prudence quant à la distribution et la diffusion des archives de Wikileaks. 10 ans plus tard, ils ont réussi à vous faire implanter dans l'esprit que c'était Wikileaks les aventuriers. D'ailleurs, il y a un autre exemple, il y a un documentaire qui s'appelle Inside Wikileaks qui a été tourné caméra à l'époque, à l'époque où, nous sommes en 2010, Wikileaks travaillait avec la grande presse dans une salle commune qui se situait dans les journaux du quotidien britannique The Guardian, où l'on voit Julian Assange littéralement essayant de retenir les journaux, Spiegel et compagnie qui voulaient absolument balancer le scoop. Julian Assange, par exemple, a passé une journée et une nuit seul, sans aide d'aucun de ses journalistes, à préparer les documents en censurant, en enlevant les parties sensibles qui auraient pu blesser quelqu'un, etc., etc. C'est lui qui faisait le travail. Ça, c'est des exemples de la double poids, non pas double poids, de la réécriture totale de l'histoire qui a été effectuée. On n'a jamais vu, je crois, une affaire de désinformation, une campagne aussi globale, venant de toutes parts, pour une organisation aussi petite. Pourquoi? Parce que Wikileaks représentait, je le répète, une menace existentielle pour les pouvoirs corrompus, j'insiste, en place. Et ça, évidemment, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer, ni surtout laisser se reproduire, d'où l'exemplarité de la répression contre Wikileaks et Julian Assange. Il s'agit d'un véritable lynchage qui est en train d'avoir lieu, d'une véritable démonstration de force de plusieurs administrations, de plusieurs pouvoirs politiques, contre un homme qu'on a réussi à isoler sur le plan médiatique, de façon avec une efficacité incroyable, avec une désinvolture de la part des médias qui ne sont peut-être pas tout à fait conscients des effets de ce qu'ils sont en train de faire, de la façon que ce feu pourrait se répandre, de l'exemple qui serait donné et de la méchanceté, la mesquinerie qui s'est appliquée à tous les niveaux. Il y a une vraie volonté de briser l'homme, de le montrer en exemple comme on clouerait un hibou sur les portes d'une grange pour faire peur à tous les autres. Voilà. Oui. Alors du coup, oui, je vais te faire un petit... Donc du coup, merci pour cette introduction assez lourde. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue à toutes et à tous. Oui, et encore, c'est ce que j'allais dire, taper dans la légèreté. N'hésitez pas du coup à partager le direct autour de vous, dans les groupes. On compte sur vous pour vraiment diffuser un maximum cette vidéo. Vous êtes plus de 400 là du coup sur le direct. Donc bienvenue à toutes et à tous sur Civitio. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit like et puis on va reprendre du coup l'interview avec Niki. Du coup, moi je trouve ça intéressant de rebondir parce que tu parlais des journalistes, tu parlais de leur rôle dans cette histoire et de tout ce qu'ils ont essayé de faire, mais il n'y a pas eu que des journalistes, il y a aussi des hommes politiques, il y a eu tout un tas de personnes qui se sont mobilisées contre lui. Du coup, toi, tu as noté aussi, tu as fait tout un travail de recherche et puis tu voulais partager aussi les noms de tout un tas de choses, donc je te laisse reprendre. Moi, mes actions, c'est surtout sur le plan légal, si on veut. J'ai déposé plainte contre la juge, la présidente de Westminster Magistrates Court, Emma Arbuthnot, parce que l'un des plus grands problèmes, parce que les journalistes, ils n'auraient pas pu faire tout ça tout seuls, ni les politiques. Il y a toutes les branches gouvernementaux qui sont impliquées. Donc, il inclut la branche judiciaire. Donc, l'un des problèmes que Julian a eu, c'était cette présidente Emma Arbuthnot, qui a un grand conflit d'intérêts depuis le début. Elle ne s'est jamais récusée. Sous pression, elle s'est mise un peu à côté, mais elle reste toujours la présidente de l'affaire. Donc même si on voit quelqu'un d'autre, on voit Vanessa Baraitser, et elle est sous les ordres de Emma Arbuthnot, qui est sous les ordres de son mari, de son fils, etc. Donc il y a eu
au moins 2 articles qui ont été écrits par Mark Curtis et Matt Kennard dans le Daily Maverick qui démontrent avec précision tous les conflits d'intérêts de cette femme qui montre, c'est pas juste un conflit d'intérêts quelconque, c'est des conflits d'intérêts qui montrent une imbrication forte entre les 2 branches, le gouvernement et la branche judiciaire. Donc c'est pas juste un conflit d'intérêts avec Uber par exemple, ou, qui n'a pas d'influence directe. C'est un très très fort conflit d'intérêts qui montre que les branches de pouvoir sont imbriquées. Donc j'ai déposé plainte contre Emma Arbuthnot l'année dernière, qui n'amène à rien évidemment parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Mais ça a relancé un peu la discussion sur la corruption dans la branche judiciaire, qui est énorme. Après, les autres corruptions flagrantes, il s'agit de David, l'ex-Home Secretary, l'ex-secrétaire de l'Intérieur. Home Secretary de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur. Il s'agit de David qui a signé l'ordre pour l'extradition. Lui aussi, il est imbriqué. Encore une fois, il y a eu un article par Matt Kennard, Mark Curtis, dans le Daily Maverick, qui montre ces conflits d'intérêts. Donc tout le monde a eu des conflits d'intérêts. Ils ont tous eu intérêt à faire tuer, pas juste faire taire Julian Assange, mais le faire disparaître. Politiquement, oui, déjà ils l'ont fait, mais aussi physiquement. Là, ils sont en train d'essayer de le faire disparaître physiquement. C'est pas parce que la torture est psychologique que ça n'a aucun effet sur son corps. Julian Assange, il est vraiment à risque de mourir, soit par la cause naturelle, soi-disant, de Covid. Il y a déjà eu un mort dans Melma. 2 confirmés, parce que je sais qu'il y a un confirmé, peut-être 2. Le gouverneur Rob Davis, c'est un gouverneur qui a un très haut taux de morts under his watch, sous sa gouvernance. Donc, et c'est quelqu'un qui continue à les torturer. Victor nous a parlé des tortures très très flagrantes, mais après, il n'y a pas juste les tortures très très flagrantes, il y a les tortures ordinaires, subtiles, ordinaires, de tous les jours. On lui nie le droit d'avoir un radio déjà. Par exemple, on lui a refusé le droit d'avoir un painting, un dessin. Une artiste voulait lui donner un dessin et ils lui ont interdit d'avoir un dessin. Mais il y a une cruauté vraiment psychotique. C'est pas du tout. Il y a une cruauté. Qu'est-ce que fait un journaliste dans une prison de haute sécurité? Déjà, mais qu'est-ce qu'il fait en prison? Qu'est-ce qu'il fait devant les cours? Oui, qu'est-ce oui. qu'un journaliste fait dans une prison de haute sécurité ensuite? Qu'est-ce qu'il fait en prison? Oui. Pardon. On peut se poser la question, qu'est-ce que fait Julian Assange en prison et ensuite dans une prison de haute sécurité? Il faut comprendre une chose qu'actuellement, Julian Assange ne purge pas une peine de prison. Il est en préventif dans le cadre de son procès. Il a la présomption d'innocence. Par rapport à ce qu'a dit Niki, il est clair, et c'est un des éléments à comprendre dans cette affaire, que Julian Assange n'est pas entre les mains d'une justice britannique composée de juges qui se frottent le menton en se demandant qu'est-ce que c'est que ce cas qu'on nous présente. Si vous avez bien suivi le processus, il est entre les mains des criminels qui ont été dénoncés par Wikileaks. Il a fait l'objet d'une chasse à l'homme soigneusement organisée qui a commencé en Suède, où il se trouvait, qui s'est prolongée en Angleterre et qu'ils essayent de faire aboutir aux États-Unis. Ça, c'est la première chose qu'il faut se mettre bien à l'esprit. Il n'est pas devant un tribunal ordinaire. Il est en train d'être jugé par des gens qui ont des conflits d'intérêts directs avec les publications de Wikileaks. D'accord ? Ensuite, il y a la matière de comment ils s'y sont pris et pourquoi un journaliste se retrouve en préventif en prison. Parce que normalement, Julian Assange aurait dû sortir au mois de septembre, mais ils ont refusé de le libérer, comme ils refusent de le libérer aujourd'hui, alors qu'ils libèrent des prisonniers pour soulager les prisons. Mais tenez-vous bien, Julian Assange, comme il est en préventif,
il ne peut pas être libéré parce que comme il ne purge pas de peine, il n'est pas éligible à être libéré. Je cite littéralement, ce n'est pas une contorsion de mon esprit, je suis en train de citer de mémoire quasiment la phrase exacte. Julian Assange ne purgeant pas de peine, il n'est donc pas éligible à être libéré. C'est un gag. C'est un gag. Mais tout est un gag dans cette affaire quand on sait de A jusqu'à Z. C'est un grand show, une mise en scène pour une opération que dans le public, on vous a présenté ça comme une extradition. Alors nous voilà un petit peu, j'allais dire, au cœur du combat. Celui qui contrôle le vocabulaire, contrôle les termes du débat, contrôle la perception du public. Lorsque vous dites extradition, vous dites il y a une justice, c'est un mécanisme. Mais je tiens à rappeler une chose, plusieurs même, mais je vais commencer par ça. Julian Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. Or, une extradition, c'est de renvoyer quelqu'un vers le pays où il a commis un crime ou un délit. À moins d'accepter l'extraterritorialité des lois américaines, Auquel cas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, parce que si on commence à rentrer par là... ce que l'Angleterre fait semblant de faire, que les lois américaines s'appliquent, il reste à poser la question, quelle loi américaine aurait-il violé en publiant en Europe, en Suède, en Angleterre ou Dieu sait où. Il est important que les gens entendent ce que je vais dire. La justification des Américains pour aller chercher un journaliste australien qui travaille en Europe, c'est parce qu'il a publié sur Internet. Mais dans ce cas-là, moi, en faisant cette vidéo, du coup, je me retrouve dans une situation très dangereuse. Et merci, c'est pour ça que je parlais. C'est pour ça que je parlais. Ce cas, la justification et le mécanisme qui s'est mis en route, c'est une alarme pour tout le monde. Si demain d'autres pays se mettaient à justifier ça, il a violé la loi américaine parce qu'il a publié sur Internet. Comme Internet, c'est le monde entier, c'est donc ses États-Unis, donc il a violé la loi américaine. Alors ensuite, on peut discuter sur le contenu des chefs d'accusation qui sont rigolos. Il y en a 17 plus un 18e. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vais simplement dire que tous les journalistes d'investigation qui sont du côté de Julian Assange, attention, ce n'est pas parce que les médias se taisent que les journalistes ne se seront pas mobilisés. Mais les médias sont plus forts que les journalistes individuels. Donc Julian Assange, à ses côtés, dans sa défense, les plus grands journalistes du moment, les plus primés, les plus célèbres, en tout cas selon moi les plus respectueux. Et tous vous diront, quand on lit les chefs d'accusation contre Julian Assange, mon Dieu, on dirait une de nos journées de travail. Il n'y a rien de spécial dans ce qu'il aurait fait. Rien de spécial dans ce qu'il aurait fait. Parce qu'il a publié sur Internet des documents classifiés mais qui dénonçaient des crimes. Retenez bien qu'on va toujours vous dire qu'ils ont publié des documents classifiés et on oubliera de vous dire qui ont... Alors évidemment que les documents qui dénoncent des crimes sont classifiés par les criminels eux-mêmes. Ça serait... Oui, évidemment. Bah ouais. Il faut bien qu'ils se protègent quand même. Ça serait super un monde où les criminels afficheraient comme ça à la mairie toute la liste de leurs crimes. Et comme ça doit être super sympa pour les criminels de pouvoir classifier leurs crimes. Qu'est-ce que fait un criminel lorsqu'il a devant lui les preuves de son crime? Il les brûle s'il le peut, il les classifie si c'est un bureaucrate. La question est, est-ce qu'ils ont publié des documents classifiés ou des crimes qui se trouvaient être classifiés? Donc tout le vocabulaire, toute la façon d'agir, tous les mots qui ont été choisis dans cette affaire, tous ont été utilisés à bon escient pour essayer de décrire une image noire, de gens dangereux, etc. Donc on va utiliser le terme d'extradition. Je récuse formellement ce terme. Ça, c'est l'ennemi quand il met ces mots dans nos bouches et qu'on les réutilise, c'est qu'on a perdu le combat de la communication. Il ne s'agit pas d'une extradition parce que rien dans cette affaire ne respecte ou ne correspond aux critères d'une extradition. De quoi il s'agit? Il s'agit de la chose la plus proche qu'on puisse imaginer, de mettre la cagoule sur la tête d'un mec, de l'attraper, de le balancer dans le coffre d'une bagnole. Qu'ils ont failli faire en Islande et que ça a été déjoué par le ministre de l'Intérieur islandais lui-même il y a quelques années et qui lui-même l'a expliqué qu'ils avaient envoyé une équipe du FBI pour essayer d'enlever Julian Assange lorsqu'il se trouvait en Islande. Et Julian Assange faisait entrer. Donc, à moins de pouvoir, comme ça, lui mettre une cagoule sur la tête, le jeter dans le coffre d'une bagnole et l'emporter à Guantanamo, ils ont décidé de manœuvrer autrement. Un show, un grand show juridique qui donne cet aspect comme ça de application de la loi d'un état de droit, qui en réalité ne respecte strictement rien, où on va inventer des trucs au fur et à mesure que l'on avance, qui ne peut pas être libéré parce que
parce qu'il ne purge pas de peine. Oui, des choses plus absurdes Oui. que les autres. Ouais. Qu'il représente un danger, un journaliste, c'est pour ça qu'il est derrière une verre blindée, qu'il est dans une prison de haute sécurité, etc., etc. Donc il y a, au-delà de la défense d'un type bien, je dis un type bien, comme ça ne paraît pas un argument très solide, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, moi parfois je réagis sur des critères comme ça. Mais à tous ceux qui ont entendu que Julian Assange était un je sais pas quel gant de mégalomaniaque ou je sais pas quoi, je les invite simplement à retourner sur Internet, on les trouve encore, les interviews de Julian Assange dans ses propres mots, si je puis dire, et de me dire ensuite dans les questions ou par email, et de me dire, avez-vous repéré la moindre trace de mégalomania chez ce type? Avez-vous pu percevoir le moindre degré d'inconscience politique? Ce type était d'une lucidité totale et il savait ce qu'il faisait. Je ne sais même pas s'il était de mon camp politique, ça m'est égal. C'est un mec bien qu'on est en train de démolir comme exemple à tous les autres. Maintenant, l'exemple à tous les autres, méfiez-vous ce que je viens de dire. Si vous ne retenez que ça, il est coupable d'avoir publié des crimes sur Internet. Des crimes de guerre. Des crimes de guerre en l'occurrence. Si ça ne fait pas sursauter quelqu'un, et il est en train de d'être jugé par des gens mis en cause par les documents de Wikileaks. Ça devrait être l'analyse générale dans les médias alternatifs. J'ai dit médias alternatifs parce que pour moi c'est là encore où on trouve ce genre de... Les journalistes mainstream, ils savent où sont les lignes rouges, ils ne les traverseront jamais, donc je fais confiance à eux. Ce qui explique un peu leur détachement par rapport à cette affaire. Je reviens dessus. On dit, après Julian Assange, ils viendront chercher les autres. Oui, mais quels autres? Pas le présentateur de BFM TV. Ah, ça sera pas Christophe Barbier, je pense. Non, mais non. Qui peut croire un seul instant que Christophe Barbier va traverser les lignes rouges? Ou alors par accident, il ne savait pas qu'elle était là. Sortant d'une boîte de nuit complètement sous, mais là une claque sur la gueule et il fait marche arrière. C'est pas Wikileaks, Christophe Barbier. Alors d'ailleurs, on peut même aller plus loin. Est-ce que Christophe Barbier est un journaliste au fait? Ah oui, ça c'est une bonne question. Parce qu'il y a tout ce débat qui est journaliste, qui ne l'est pas. Moi, un mec qui n'a jamais fait de reportage à ma connaissance, qui n'a jamais fait d'enquête à ma connaissance, on va rester sur Barbier, je l'adore ce type et son écharpe rouge à la con là, qui n'a jamais fait un travail de journaliste, trouve le moyen de se faire appeler journaliste, alors qu'il fait que commenter, ce qui fait que n'importe quel mec dans un bar qui commente est un journaliste, parce que si ça suffit, alors que Julian Assange, qui est le plus primé en termes de prix journalistique au monde du 21e siècle, on en est encore en train de débattre dans les salons dorés des grands médias. Est-ce que c'était un vrai journaliste? Foutez de ma gueule les mecs ou quoi? Oui, mais même s'il n'était pas journaliste, on s'en fiche. Parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Il a révélé au monde entier le vidéo Collateral Murder, quand même, où on voit les militaires américains tuer des civils et des journalistes. Et des journalistes en rigolant. Voilà. Donc il y a Collateral Murder, il y a les journaux afghans et irakiens, The Logs, irakiens, Logs du journaux, The Logs. Oui. Donc c'est par rapport à ces révélations que les États-Unis le poursuivent. Il y a rien d'autre. Mais même si ce n'était pas un journaliste, ça veut dire que si un résistant, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, volait des secrets d'Hitler, mais il n'était pas journaliste et il révélait des crimes à tout le monde, est-ce que c'est bien de le persécuter? Parce que si ce n'était pas un journaliste, est-ce que tous les résistants qu'on a eus dans l'histoire, est-ce que c'est des gens qui ne sont pas bien parce qu'ils ont fait des choses illégales? Donc c'est la légalité de qui En fait, oui, quelque part, moi, c'est un peu ce que... Non, je t'en prie, mais c'est ce que je retrouve aussi sur le terrain. Moi, quand je me fais arrêter ou que je suis sur une mobilisation, on me demande ma carte de presse. C'est une manière d'essayer de contraindre les gens et puis de leur mettre la pression, en fait. De leur dire, mais vous n'avez pas ce statut. Vous n'avez pas cette légitimité. Quelque part, c'est, comme vous le disiez si bien tous les deux, c'est une manière de donner les passe-droits à certaines personnes, de dire, bah vous avez le droit de parler, vous n'aurez pas le droit de parler. Et on vous met la pression aussi de manière très subtile comme ça, en vous ramenant à ce que vous êtes, en vous disant, bah non, vous n'avez pas ce statut-là, donc vous n'avez pas la légitimité de le faire. Et il y a une question qui est assez intéressante, et je pense que tu pourras certainement y répondre, de Nicolas qui dit...
comment assigner en justice cette justice qui est comment assigner du coup cette justice qui est corrompue, parce que finalement c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que tu pourrais peut-être répondre à cette question au niveau juridique, de savoir comment est-ce qu'on peut assigner en justice en fait ces gens? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des processus? Je pense que c'est une question disons que moi ce que je fais c'est que j'agis sur le plan loi et politique, parce que l'action la plus forte qu'on peut mener dans ce cas-là, c'est l'action politique. Ça veut dire c'est nous en fait, c'est nous qui doivent agir politiquement et montrer à chaque étape les lois que eux ils bafouent, parce qu'en fait toute la branche juridique en Angleterre par exemple a été impliquée dans cette persécution en utilisant, en tordant les lois. Ils ont en fait tordu, bafoué toutes les lois internationales et locales pour violer les droits non seulement à cet homme, mais à nous tous, parce que en même temps, c'est nos droits aussi qui sont bafoués. On est en train de regarder en plein vue, en plein face, on est en train de regarder la démocratie se faire détruite. Et on est voilà, on est ébahis, on regarde passivement quoi. On est juste des spectateurs passifs, malheureusement. Mais mon action, par exemple, oui, j'ai déposé plainte déjà contre Emma Arbuthnot. J'ai écrit à Lord Buckland, qui est l'avocat en chef, si on veut, au Royaume-Uni. J'ai jamais eu de réponse. Mais quand j'ai écrit à Lord Buckland, j'ai parlé des crimes contre l'humanité. Voilà. Pour moi, on est en même temps, on est en train de voir un crime contre l'humanité qui est commis et qui continue, et on n'a rien fait jusqu'à ce moment. Je voulais juste être plus précise sur l'article. Bon, le crime contre l'humanité, c'est la Cour pénale internationale qui agit selon le statut de Rome. Et là, j'ai fait un peu de recherche je vais essayer de ne pas être trop technique. Donc, je vais juste aller, j'espère, assez vite sur l'article qui est le plus pertinent. C'est l'article 7, paragraphe 1, sous-paragraphe H, le crime contre l'humanité de persécution, qui est contre les journalistes, plus précisément contre les journalistes et les lanceurs d'alerte. Donc, on est dans ce cadre-là. Et contrairement à ce que les gens croient, ils pensent qu'on ne peut pas avoir un crime contre l'humanité contre une personne. Si, on peut. Donc, en regardant les éléments des crimes, c'est un autre document qui est utilisé par la Cour pénale internationale, qui donne ces guidelines, ces guidances pour interpréter le statut de Rome. Donc, par exemple, les éléments sont l'auteur du crime. Donc, tous ces gens-là qui sont en train de persécuter Julian. Donc, l'auteur a gravement privé, en violation du droit international, une ou plusieurs personnes de leurs droits fondamentaux. Déjà, on a les rapports de Nils Melzer, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Donc, on a des preuves de la torture. C'est des preuves irréfutables sur la torture. Ce n'est pas n'importe qui, Nils Melzer. Il a été voir Julian Assange avec deux spécialistes qui l'ont examiné, et il a fait ses rapports. Il a écrit au gouvernement britannique, aux États-Unis et la Suède, je crois. Il a eu soit des réponses bidons, soit rien du tout. Je crois qu'il a eu des réponses bidons quelques mois après, ou pas de réponse. Voilà. Il a dit qu'il n'a jamais vu ça dans sa carrière. Et il a vu, oui, de la part des États. Oui, 5 États en fait. 5 États qui une telle désinvolture. Oui.
Donc, je vais essayer d'aller plus vite sur les éléments. Donc, l'auteur de ces crimes a visé cette ou ces personnes en raison de l'identité d'un groupe ou d'une collectivité, ou a visé le groupe ou la collectivité en tant que telle. Donc déjà, la grande jury aux États-Unis, c'était connu sous le nom de Grand Jury Wikileaks. Donc déjà, il y a une admission que ce qui est visé, c'est le groupe Wikileaks, qui est dans le groupe Wikileaks des journalistes et à côté des lanceurs d'alerte. Qui sont ces gens-là, si je dois les nommer? Julian Assange, donc on n'est même pas dans un cadre où il y a une personne. Hein. On a eu pendant longtemps Julian Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond. Chelsea Manning et Jeremy Hammond, ils ont été incarcérés pendant 1 an. Chelsea Manning, c'était 1 an, parce qu'ils ont refusé de donner des témoignages contre Wikileaks et contre Julian Assange. En prison pendant 1 an. Pendant 1 an. La deuxième fois. Pour essayer de l'obliger à témoigner contre Voilà, Assange. pour coercer des faux témoignages en fait. Donc, Il a refusé. Chelsea, oui, Chelsea, elle a refusé. Alors qu'elle était condamnée à $1000 d'amende par jour de refus. Oui. Oui, elle a fait une Elle a tenu tentative de pratiquement 1 an. suicide. C'est pour ça qu'à la fin, elle a été libérée, parce que juste après son tentative de suicide. Donc c'est voilà la justice en fait, la justice médiévale. On est vraiment dans une justice médiévale avec l'approbation du public global. Le pire dans toute cette histoire, c'est franchement la naïveté, la complicité des gens ordinaires en fait. On est vraiment dans la peste de Camus, c'est la peste. On est vraiment, c'est ce que j'ai jamais compris, cette complicité, une cruauté flagrante et de tous les côtés. Et je ne sais pas, bon, à un moment donné, disons, il faut, si ça vient de la peur de chaque individu, il faut qu'ils sachent, ces individus, qu'ils seront vraiment les prochains. Et il n'y a aucun moyen de s'échapper à ça. Si Julian Assange, ils auraient pu le tuer avant. Ils ne l'ont pas tué parce qu'il est utilisé comme exemple. C'est pour ça. Et ça a marché. Ça a marché. La plupart des gens, ils ont peur. Moi, je connais des gens qui me disent, des médecins, des professionnels, des médecins, des juristes, etc. Ils me disent, oui, tu as raison. C'est bien ce que tu fais. Tu es courageuse, etc. Quand j'essaie de leur dire, signez au moins la pétition. Oui, tu sais, voilà, je vais risquer ma carrière. Tu sais, j'ai une famille, j'ai une hypothèque. Voilà. Donc, cet individualisme est dangereux pour chaque individu. Ils n'ont pas compris que on est historiquement, on est dans un temps où on a les conditions du fascisme. Peut-être on n'est pas directement dans le fascisme, mais on est devant. On est vraiment, on voit les portes qui s'ouvrent déjà. Donc on n'est pas loin du fascisme proprement, voilà, dans le vrai, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir plus fortement au niveau politique. Moi, quand j'agis au niveau légal, c'est pas parce que je pense que je vais avoir une issue positive par rapport aux instances judiciaires, parce que tout le monde est impliqué dans cette histoire. Ils sont tous, c'est une bande voilà, c'est une bande de, c'est une bande. C'est une bande de voyous. Tu voulais réagir, Victor, voilà. à tout ça? Je peux juste aller. Vas-y. Donc, troisième élément, ce ciblage était fondé sur les motifs politiques. Voilà, si on est derrière Julian Assange et les autres, c'est parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont révélé des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et d'autres corruptions, mais surtout les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et quand on parle, par exemple, quand on dit oui, Chelsea Manning, c'est lui qui a fait le crime et il a payé. Non, il n'a pas fait un crime. Après Nuremberg, chaque soldat, chaque agent de force, pas juste les soldats, chaque agent de force, police et militaire, il a l'obligation légale
de désobéir aux ordres illégaux. En France, c'est dans le code pénal aussi. On a un copier-coller de l'article 7 dans l'article 212-1 du code pénal. Donc on a le crime contre l'humanité dans le code pénal français et on a l'autre article qui est très clair sur ce que doivent faire les agents publics dans les cas où il y a des ordres manifestement illégaux. Ils ont l'obligation de désobéir. Et s'ils ne désobéissent pas, ils peuvent être jugés devant les tribunaux français pour des crimes, pour être complices ou pour être des acteurs principaux de ces crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Donc, il faut que ces agents publics lisent le code pénal et voilà, si ce n'est pas dans leur formation, il faut qu'ils ouvrent le code pénal eux-mêmes pour lire ce qui peut leur exposer un jour aux lois pénales. Donc voilà, le troisième élément, c'est le ciblage et sur les motifs politiques ou autres qui sont universellement reconnus comme inadmissibles en vertu du droit international. Donc les aspects politiques de cette persécution constituent le fondement de la défense d'Assange. Et je crois que Victor va être dans une situation de parler des côtés politiques mieux que moi. Le quatrième élément, c'est le comportement a été commis en relation avec tout acte visé à l'article 7, paragraphe 1 du statut ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. On est là-dedans. Je vais essayer d'aller plus vite. 5. Le comportement contre Julian Assange et les autres a été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Tous ces gens-là, c'est une population civile. Par exemple, contre les journalistes, les éditeurs, les lanceurs d'alerte et contre des millions de victimes de guerre et globalement contre le grand public. Parce que tous ces gens-là, les millions de victimes de guerre, etc., quand ils n'ont pas l'information et les preuves qui ont été sorties par Wikileaks, comment ils vont faire pour trouver une justice eux-mêmes? Comment ils vont demander la justice? Et nous, comment nous pouvons prendre... Ah oui, il faut demander... oui, voilà. Donc, on est dans un cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre nous tous, pas seulement contre ces 3-4 personnages ou les millions de victimes de guerre, mais on parle de millions de victimes de cette injustice. Surtout, voilà, on est victime de ne pas être permis d'avoir l'information. On fait des guerres en notre nom et on n'a rien à dire en fait. Donc ils font des gros profits en vendant des armes, en commettant encore et encore, ça fait au moins 20 ans, ils sont régulièrement dans une guerre ou une autre. On voit des actes atroces et personne n'a été puni. Ces gens qui ont tué dans Collateral Murder, personne n'a été puni. Abu Ghraib, personne, en vérité, personne n'a été. Mais personne de ces ils n'ont pas été. Rien. Guantanamo. Voilà, John Kiriakou, voilà, la seule personne, le lanceur d'alerte, a fait de la prison. Il faut que ça s'arrête. Donc voilà, juste pour résumer, dans un souci de clarté, je souligne que l'attaque généralisée ou systématique que j'ai soulevée, c'est contre Julian Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond, Ola Bini en Équateur, des millions de victimes de guerre qui ont été privées de leur droit à l'information, leur droit à la justice, parce qu'ils auraient pu utiliser toutes les preuves pour chercher la justice. Et avant qu'on commence, comme je vous ai dit, les gars, j'ai dit, si un jour il y aura des victimes de guerre ou des victimes de crimes contre l'humanité qui se présentent devant la Cour internationale, Cour pénale internationale, avec des preuves qu'ils ont trouvées chez Wikileaks, est-ce que la Cour va leur dire « Ah non, on peut pas, on va refuser ces preuves, elles sont inadmissibles parce que les États-Unis ne veulent pas, voilà, on ne peut pas utiliser des preuves qui ont été
qui ont été fournis ou saisis illégalement. Donc là, on sera dans un scénario vraiment catastrophique, mais c'est psychotique en fait, c'est la psychose. On est pas dans la bizarrerie, on est dans la psychose généralisée. On ne saura pas où tourner la tête. On est vraiment dans un contexte de witch hunt, de chasse aux sorcières. Voilà. Dis-le 3 fois rapidement. Chasse aux sorcières. Voilà. Et je voulais juste dire aussi que l'autre chose qui m'étonne, qui est dégueulasse, c'est qu'il y a, à part un juge, ces gens qui veulent être respectés en étant des gens qui soutiennent les lois. Il y a un juge qui a parlé ouvertement contre cette injustice. C'est Michael Kirby. C'est l'ex-juge de la haute juridiction de l'Australie, de la High Court, qui a dit, je vais juste citer ce qu'il a dit, Michael Kirby, il est dans l'Institut des droits de l'homme de l'Association internationale du barreau et il est à la retraite. Il a commenté en disant que il est profondément choquant qu'en tant que démocratie mature dans laquelle l'état de droit et les droits des individus sont préservés, le gouvernement britannique ait gardé le silence et n'ait pris aucune mesure pour mettre fin à un comportement aussi flagrant et disproportionné de la part de fonctionnaires de la couronne. De même, nous sommes étonnés que la présidente du tribunal n'ait rien dit ni fait pour réprimander les fonctionnaires de leurs supérieurs pour un tel comportement dans le cas d'un accusé dont l'infraction ne relève pas de violence corporelle. Ça, c'était après qu'ils l'ont menotté, etc. De nombreux pays dans le monde considèrent la Grande-Bretagne comme un exemple dans ce domaine. En l'occurrence, l'exemple est choquant et excessif. Il nous renvoie au scandale de la prison d'Abu Ghraib. Ça, c'est un juge qui le dit. Il nous renvoie au scandale de la prison d'Abu Ghraib, qui peut se produire lorsque les responsables de la prison ne sont pas formés aux droits fondamentaux des détenus et aux principes de Nelson Mandela. Bon, il a pas vraiment creusé dans les... Aussi, il aurait pu aller plus loin, parce que ce n'est pas la faute des fonctionnaires de Belmarsh. Hein. Mais bon, disons que le fait qu'il a soulevé, qu'il a nommé un peu... C'est déjà courageux. Voilà. Donc voilà, je vous redonne la parole. Du coup, je vais laisser la parole à Victor. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence. N'hésitez pas à partager le direct autour de vous. Je vois que vous êtes très nombreux à réagir et que vous êtes très contents de participer à ce direct. Donc je vais laisser la parole à Victor. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je les poserai, j'essaierai d'en poser un maximum un petit peu après. On fera un petit temps de questions-réponses. Je te laisse la parole, Victor. Tu te souviens tout à l'heure quand je t'ai parlé de la raison qu'ils ont avancé pourquoi il ne pouvait pas être libéré dans le cadre du Covid-29, ils ont inventé ce truc, vu qu'il n'est pas condamné, vu qu'il ne purge pas une peine de prison, il n'est pas libérable, donc il doit rester en prison. Ceci est un cas que j'associe à un mot qui est apparu assez récemment dans le plan des analystes et des observateurs de la politique internationale, le lawfare. Un jeu de mots entre warfare, la guerre, et law, la loi. C'est-à-dire l'instrumentalisation du droit. Il fut un temps, il y a longtemps déjà, où une injustice consistait à remettre en cause la décision ou l'interprétation qu'un juge faisait d'un texte. « Oh non, il a mal interprété, c'est injuste ». Nous avons ici une affaire c'est du level up, à une affaire de démultiplication où maintenant on est en train d'inventer les règles au fur et à mesure que l'on avance sous un sorte de vernis juridique. On est dans un monde de psychopathes en dehors de toute réelle considération juridique. Tu veux un autre exemple de l'absurdité dont je viens de parler ? Les Américains, donc, ils ont pris comme justification que Julian Assange avait publié sur Internet. Pour le poursuivre, ils sont allés chercher une loi de 1917, une loi contre l'espionnage qui avait été pondue à l'époque contre les objecteurs de conscience. Et c'est la première fois qu'un éditeur de l'histoire des États-Unis se voit coller cette loi sur le dos. Il y avait eu une tentative dans les années 70 pour les Pentagon Papers, mais ça n'a pas marché. Contre Daniel Ellsberg. Alors, il y en a qui se sont posé la question suivante. Puisque la loi américaine de 1917 peut être collée à Julian Assange,
La loi qui a défendu et sauvé Ellsberg en 70 doit aussi l'être, c'est-à-dire le premier amendement de la Constitution, la liberté d'expression des journalistes. Eh bien, ce que répond le département de justice américaine, elle dit oui, la loi de 1917 s'applique aux journalistes à l'étranger, mais pas le premier amendement de la Constitution. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est qu'ils inventent les règles. On est en train de, j'appelle ça une gigantesque partie de dinette où tout le monde fait semblant et ça donne une justification aux journalistes d'y croire. Je vais faire semblant de croire et tout le monde raconte n'importe quoi. Comme ça, j'ai pas trop de justification. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Julian Assange n'est pas isolé, enfin, il n'est pas seul. Il est isolé par les médias, mais il n'est pas seul. Il est défendu par des gens dont certains prisonniers rêveraient. Par la Fédération internationale de journalistes, qui représente 600 000 journalistes quand même. Tous les syndicats français de journalistes, Amnesty International, Reporters sans frontières, qui pour d'autres causes a les portes ouvertes et le tapis rouge dans les médias. Mais lorsqu'il décide de défendre Julian Assange, zip, il a les plus grands journalistes du moment, il a des plus grands prix, il a des écoles, des syndicats de journalistes de Mexique. Et Dieu sait si les journalistes mexicains savent qui est les journalistes ou pas. C'est un des pays les plus dangereux au monde pour être un journaliste, etc. C'est pas comme si les soutiens ne manquaient pas. Des individus, des gens qui savent. Ce qu'il manque ici, c'est les soutiens politiques et les soutiens surtout du public. Et là, les médias ont fait un travail extraordinaire d'isolement, d'isolation phonique, visuelle de l'affaire Assange. En plus, avec les tonnes de mensonges sur lesquels on peut revenir, je peux tenir 1 heure, les enfants, si vous commencez à me poser des questions, rien que sur les contre-vérités et les mensonges sur l'affaire Assange, donc je ne vais pas le faire. Mais je voudrais simplement conclure pour revenir encore une chose, pour remettre l'esprit des gens en place. Qu'est-ce que c'est que Wikileaks au fait? Parce que un des grands mensonges, c'est, ou des trucs que j'entends, c'est Wikileaks, ils ont hacké ci, mais pourquoi ils ne hackent pas ça? Ils ont volé, ils ont pénétré les ordinateurs du Parti démocrate, pourquoi ils n'ont pas pénétré les ordinateurs des républicains? Je rappellerai que Wikileaks est une organisation de presse, et rien que ça, ni plus ni moins, déclaré officiellement en Islande, Sunshine Press ça s'appelle, avec un site qui s'appelle Wikileaks, qui a été fondé entre autres par des génies informaticiens comme Julian Assange, qui aurait pu, s'il avait voulu, finir ses vies comme millionnaire au Silicon Valley. Oui, il a fait un choix dans un engagement. Il a fait un choix d'engagement. Il a été l'un des fondateurs d'un des premiers fournisseurs d'accès d'Internet en Australie pour les gens pauvres, qui n'avaient pas les moyens. La démocratisation de l'Internet en Australie, c'est aussi grâce à lui. Il a aidé la police australienne dans plusieurs opérations contre des réseaux pédophiles, par exemple, lorsqu'il était adolescent. Donc oui, il y a des hackers à l'origine de la fondation de Wikileaks, hackers d'avant. Ce n'était pas du tout leur travail. Ce que les génies informatiques de Wikileaks ont fait, c'est fournir une plateforme qui permet aux lanceurs d'alerte de soumettre leurs documents de façon anonyme. Pourquoi anonyme? Parce que le danger pour un lanceur d'alerte, surtout quand il s'agit de crimes de guerre et d'affaires de guerre, d'affaires de vie et de mort, est extrême. S'il fait de la prison, c'est le meilleur cas. Oui. Donc, il fallait garantir l'anonymat. Ils ont trouvé le moyen de le faire et ils l'ont fait, ils l'ont proposé. Donc, Wikileaks est, et n'est rien d'autre pour l'instant, je vais continuer, qu'un service offert aux lanceurs d'alerte. Ils sont partis de l'idée qu'il fallait leur garantir l'anonymat, mais en garantissant l'anonymat, il fallait garantir autre chose, l'authenticité des documents. Si n'importe qui peut garantir. Et c'est là que le réseau de journalistes, ils étaient une centaine, qui travaillaient, devaient vérifier l'authenticité des documents. Et à l'ère électronique, on a assisté à une véritable explosion des documents, et pas n'importe lesquels. On n'est pas en train de parler de paparazzi, en train de publier des photos prises clandestinement d'une princesse sur la plage. On est en train de parler de crimes de guerre, de malfaisance de multinationales, de comportements anormaux, de secrets qui n'ont pas lieu d'être, et des crimes dénoncés par des lanceurs d'alerte qui ont pris des risques. Donc l'affaire de Wikileaks, ce n'est pas que Julian Assange, c'est aussi la protection des lanceurs d'alerte derrière tout ça. D'accord? Donc, ils ont offert un filtre, l'anonymat, ils ont garanti l'authenticité des documents, ils ont publié 10 millions de documents depuis leur création, aucun n'a jamais été remis en cause. C'est une véritable encyclopédie de l'histoire moderne, de derrière les coulisses, pas l'histoire officielle
que les pouvoirs en place racontent, tu les écouterais, ils commettent jamais de crimes, ils détournent jamais d'argent. Leur discours public, c'est la même chose que leur discours privé. C'est grâce à la fuite des courriels, par exemple, de Mme Clinton, qu'on a découvert que ce qu'elle racontait en privé ou devant un parterre de banquiers de Goldman Sachs n'avait strictement rien à voir avec le personnage qu'elle projetait en public et qu'elle essayait de vendre comme un personnage, un féministe progressiste, etc. Donc voilà, Wikileaks était un service public, c'est pas payant, il n'y avait pas d'argent à se faire pour les gens qui ont participé. C'était une volonté une volonté de respecter ce droit de savoir. Il y a beaucoup de théorisation par rapport à ça de la part d'Assange. Je laisserai les auditeurs, les spectateurs peut-être fouiller un peu dans ses interviews, etc. Ça vaut le coup. Il avait théorisé cette question d'une société qui devenait de plus en plus surveillée, de plus en plus électronique. Qu'est-ce que pouvait faire le citoyen moyen lambda pour se protéger de ça? Il fallait qu'il ait des spécialistes à sa place. C'est pas moi, c'est pas elle, c'est pas toi qui va te protéger du FBI ou de je sais pas quoi par de la cryptologie avancée. Il fallait qu'il y ait des spécialistes qui font l'objet d'ailleurs de répression. Les noms qu'on a cités, c'était des gens qui étaient dévoués justement à cette cause de la protection et de la création de réseaux décentralisés de protection des communications, puisque de plus en plus de communications passent par l'électronique. Et c'est une vraie guerre qui se livre. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, si tu ne collabores pas avec l'establishment, avec la NSA, avec Google, etc., tu es considéré comme un ennemi. Et c'est ceux-là qui sont en train de tomber. Ces gens qui considéraient que non, nous ne sommes pas condamnés à une société dystopique de surveillance généralisée où le citoyen n'aurait plus aucun droit, et par contre où le pouvoir se réclamait le droit d'être de plus en plus occulte. Parce que c'est ça le truc, c'était au fur et à mesure que le système de surveillance augmente, le citoyen a de moins en moins de pouvoir, et le pouvoir, lui, prétend avoir droit à de plus en plus de secrets. C'est quand même un paradoxe. Et on voit qu'en fin de compte, beaucoup de ces secrets ne sont jamais des secrets pour les bonnes raisons. Oui, parce que, si je peux me permettre, c'est vrai que c'est un peu le motif originel, c'est de dire on a des secrets parce que c'est pas bon que tout le monde sache, c'est pas bon que ceci. On l'a vu avec la crise. Tu parlais tout à l'heure de semer des informations contradictoires, etc. Il s'est passé exactement ça pendant la crise Covid. C'est que des choses qui se multiplient de plus en plus. Et du coup, là, il y avait plein de questions des gens, mais tu y as répondu. Vous y avez répondu tous les deux dans vos échanges, donc c'est très intéressant. Là, les gens se posent un peu la question de savoir maintenant pour Assange, l'extradition, comment ça va se passer. Quoi le mot que tu Je te laisse répondre. Je répète. Mais Non, regarde, regarde comme c'est subtil. T'as pas pu t'en empêcher. Oui, parce que les gens posent la question. Je vais pas pu m'en empêcher. C'est comme les journalistes qui parlent de viol alors qu'il n'y a jamais eu ni plainte de viol ni viol. C'est agaçant à la fin. Maintenant qu'un journaliste des médias alternatifs, je ne suis pas en train de t'engueuler, je suis en train de lancer un appel à tous les journalistes alternatifs en leur disant regardez comment le poids des mots et comment ils jouent. Jusqu'à quel point. Tu as utilisé un terme tellement banal pour parler d'un kidnapping. Oui, c'est vrai. Comment le kidnapping de Julian Assange va se terminer? Je vais vous dire comment il va se terminer. Alors, de deux façons. Ma question pour pas me faire engueuler. Vont-ils l'exécuter? C'est mieux là ou pas? Ah ça, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais une fois qu'il sera aux États-Unis, on pourra lui dire adieu, ça c'est sûr. Ma question c'était vraiment ça. Est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Est-ce qu'ils vont... Non, ils veulent même pas finir avec... Peu importe à la limite qu'il soit vivant ou pas, du moment qu'il est aux États-Unis, après, Oui, c'est fini. C'est fini, y compris pour les médias alternatifs. Je vous préviens, les gars. tout le monde. Je vous préviens. C'est vous qui êtes sur la ligne. Quand on dit qu'ils viendront après les autres, après Julian Assange, je ne suis pas en train de parler de Christophe Barbier. J'espère que vous m'avez compris. Et j'espère que vous avez compris qu'à partir du moment où vous publiez sur Internet, vous êtes coupable. Oui. J'espère que vous avez compris que si les États-Unis le font, d'autres États vont commencer à y penser en même termes que ça. Demain, les Chinois, les Russes, les Albanais. Bon, les Albanais, on les enverra balader. Mais les autres... Quoique non, j'ai des cousins albanais, si on les envoie balader, ça va mal se passer. Donc, non, c'est un vrai signal d'alarme. C'est une vraie... comment on appelle ça? Le canari dans la mine. Avant, les mineurs, ils emportaient avec eux une canarie, un oiseau. Comme ça, s'il y avait un gaz dangereux, mortel, qui était inodore,
c'était le canari qui mourait en premier. Donc il devait évacuer rapidement avant de boum. Donc voilà, Julian Assange est le canari ou la canari dans la mine. Bon, mon français est en train de partir en vrille là. Voilà. Donc c'est certainement pas les médias qui vont le sortir de là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Il y a beaucoup de gens qui essayent de soutenir, chacun à leur niveau. Écoute, mon humble avis, c'est en parler. On en parlait déjà il y a un an. Yes. Il faut s'organiser. Et aujourd'hui, il faut que les choses soient plus concrètes. Il y a un an, on était une centaine. Aujourd'hui, on est des milliers. Ok. Il y a des choses qui peuvent bouger, je pense, assez rapidement parce que le momentum en ce moment est en train de jouer en notre faveur. Le temps joue en notre faveur. Plus le temps passe, plus nous connaissons les mensonges perpétrés. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert que Marianne Ny, la procureure d'il y a 10 ans, avait commis un faux en écriture. J'espère que nos camarades suédois vont mettre le nez dedans et commencer à remuer la merde. C'est-à-dire que le temps joue pour nous. Je pense aussi que l'adversaire va essayer de faire accélérer le processus. C'est-à-dire que c'est une course contre la montre. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas partir dans le silence et nous devons tous nous mobiliser, faire savoir à nos élus que nous ne sommes pas contents de leur silence, savoir à nos médias que nous ne sommes pas contents de leur couverture et faire savoir aux médias alternatifs aussi, à nos camarades, à vos potes, vous leur dites qu'est-ce que vous attendez, bordel, de mince pour défendre Julian Assange. Et Wikileaks, c'est quand même le navire amiral. C'était le navire amiral de l'escadrille médias alternatifs. Et on est là tous en train de regarder d'un œil dubitatif. Là, le navire se fait attaquer de toutes parts sans se rendre compte que finalement, oui, c'est nous qui sommes visés. Donc, l'institution, l'establishment s'est mis en route, a violé toutes les lois, les a tordues au fur et à mesure, en rigolant, en les changeant, en jouant, en réécrivant un roman kafkaïen en direct. On a bien compris que les grands médias institutionnels ont joué le jeu, non seulement ont joué le jeu, mais ont mis du leur. Par exemple, en novembre 2019, The Guardian, qui est l'équivalent du Monde en France, a publié une pleine page, un faux article, sur Julian Assange, qu'il aurait reçu la visite d'un proche de Trump, Manafort, soi-disant pour essayer d'alimenter le complot Russiagate. Et refuse de retirer l'histoire. Mais le très drôle dans l'affaire, si je puis dire, c'est que c'était à l'époque où Assange était dans l'ambassade, qui était l'établissement, l'immeuble le plus surveillé au monde de l'époque, et il n'y a aucune trace de l'entrée de Manafort dans l'ambassade. L'article va jusqu'à décrire la couleur du pantalon de Manafort. Nous sommes maintenant dans une présence d'un changement de braquet. Les grands médias n'hésitent pas à publier du faux, les fake news. Le fake news n'est pas dans le camp des médias alternatifs, il est peut-être dans le camp de l'Internet. Mais l'Internet, ce n'est pas les médias alternatifs. Les médias alternatifs utilisent des moyens, Internet ou pas, mais ce que nous sommes, ce sont des médias alternatifs. L'Internet, c'est autre chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent c'est un peu l'argument, c'était l'argument de fond, c'est de dire oui mais en fait quand on parle d'Internet ou de ce qu'il y a sur Internet, on rejette la faute en disant c'est pas les mainstream, c'est les petites chaînes, le petit truc qui a dénoncé. Alors qu'en fait les médias mainstream sont très présents sur les réseaux aussi, de manière aussi de détourner. De manière très détournée aussi, parce qu'ils utilisent aussi d'autres plateformes où ils font des liens avec d'autres, où ils créent d'autres plateformes pour dissimuler aussi leur nom. C'est très subtil. On va résumer les choses assez simplement. Fake news dans les médias alternatifs, combien de morts, combien de guerres? 0. Fake news dans les grands médias, des dizaines de guerres, des millions de morts. Alors fermez vos gueules une bonne fois pour toutes, je veux dire. Attendez, on parle de quoi là? Non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que on sait plus qui est mainstream aujourd'hui au niveau du public qu'on attire, parce que, par exemple, George Galloway, quand il dit moi, je ne veux plus aller sur le mainstream, j'ai pas besoin d'eux, j'ai un demi-million jusqu'à 1 million chaque dimanche qui regardent mon programme. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours dans la catégorie alternative, qui ne sont pas vraiment alternatifs parce que ils ont plus du public, je crois qu'aujourd'hui... c'est le contenu, c'est pas la Oui. Donc, non, mais les gens, ils ont compris. Il y a aujourd'hui, le public n'est plus attiré par ces menteurs. Et les soi-disant mainstream, ils sont un peu dans la merde aujourd'hui parce qu'ils perdent, ils sont pas dans la position de force qu'ils avaient avant.
Je pense qu'on est en train de gagner lentement, mais il faut aller plus vite. Et pourquoi je dis il faut aller plus vite? D'un côté, on a le temps de notre côté. D'un autre côté, Julian, c'est un être humain. Il est dans un corps physique. Il n'a pas beaucoup de temps. 10 ans quand même. Il n'a pas beaucoup de temps. Et moi, j'ai vraiment peur que peut-être on n'aura même pas l'audience de septembre parce qu'ils sont en train d'essayer. Ils font tout pour qu'il meure avant. Il faut pas être surpris ou choqué si ça arrive. Et en plus, ils vont nous dire que c'était des causes naturelles. Donc, Julian, il est en danger de mort. Là, tout de suite, aujourd'hui. Il doit sortir tout de suite, aujourd'hui. Il n'a pas le luxe. On n'est pas dans la théorie. On est dans le réel. Dans le réel, c'est quelqu'un qui est malade, pas seulement psychologiquement, parce que le psychologique, il a une condition pulmonaire depuis longtemps. Il était affaibli physiquement déjà. Et maintenant, c'est encore pire. Donc, imaginez les gens qui étaient en confinement pendant 2 mois. Ils n'ont pas supporté 2 mois de confinement où ils avaient le droit de sortir pour faire leurs courses ou l'exercice. Imaginez quelqu'un, ça fait 10 ans maintenant, en totalité. Et avec un autre stress. Parce que le danger... Avec un autre stress et avec sa famille qui est maintenant en danger. Parce que Vanessa Beretta, elle a décidé que sa femme n'a pas le droit à l'anonymat. Donc, maintenant, on connaît sa femme. Il y a 2 bébés aussi, maintenant, qui sont ciblés. Même cette protection, ils ont essayé de faire pression sur Julian en l'intimidant par rapport à l'identité de sa femme et ses 2 enfants qui sont en bas âge. Voilà. Donc, on est vraiment en face des gens qui n'ont aucun respect pour la vie. Pour la vie, oui, je ne devrais pas être étonnée. Ils ont tué des millions de personnes et c'est pour ça que je vais nommer les gens. J'ai des noms. Je vais nommer des gens que moi, je pense, devaient être poursuivis par, si c'est la Cour pénale internationale qui ne va pas le faire, au moins, nous, on doit savoir qui. Oui. C'est vrai que dans cette affaire, regarde combien de fois on s'est, et y compris dans les médias, on va citer Julian Assange, qui premièrement n'est pas le seul de Wikileaks, c'était le porte-parole. Que soit dit en passant, c'est les journalistes qui ont exigé qu'il devienne un porte-parole parce qu'il ne voulait pas parler à une organisation anonyme. C'est pas lui qui s'est mis en avant. Oui, mais c'est une manière justement de nommer, de regarde. Quelque chose. Et regarde. C'est pour ça que je nommerai. Et regarde comme Julian Assange est systématiquement nommé et jamais les criminels qu'il a aidé à dénoncer. Aider à dénoncer, il ne faut jamais oublier les lanceurs d'alerte derrière. Je dénonce. Donc, Marianne Ni. La première. Les efforts du procureur suédois Marianne Ni pour extrader Assange ont été décrits par l'ancien procureur en chef du district de Stockholm, Sven-Erik. Pardon, c'est parce que je cite quelqu'un. Bon, pour être kidnappé, ont été décrits par l'ancien procureur en chef du district de Stockholm, Sven-Erik Alem, comme déraisonnable et irresponsable, ainsi qu'injuste et disproportionné. Donc déjà, elle a été critiquée, mais pas punie, juste critiquée. Donc, il faut voir aussi le rapport qu'a fait Nils Melzer sur elle, qui dénonce la machination suédoise contre Assange pour inconduite. Du rapporteur des Nations Oui, Unies. oui, c'est ça. Nils Melzer, il faut vraiment lire. Il faut vraiment lire tout ce qu'a écrit Nils Melzer, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Je crois que tout est publiquement sur les sites de OCH. Courage Foundation. Non, United Nations, OCHCR, the United Nations. Si tu veux mettre des liens, Ok, ce qu'on fera, c'est que s'il y a des informations ou des liens que vous voulez mettre, on les mettra dans le direct en commentaire, comme ça vous aurez la possibilité de les récupérer. Oui, voilà, tout est public, c'est en français, en anglais, etc. Donc les gens qui veulent lire les rapports de Nils Melzer, c'est disponible sur Internet. Deuxièmement, Keir Starmer, le leader du parti soi-disant travailliste, pas du tout. Il est au parti, le leader du parti travailliste britannique. Keir Starmer était à la tête du Crown Prosecution Service pendant la phase la plus cruciale de l'affaire Julian Assange. C'est son
Service qui a conseillé au procureur suédois de ne pas interroger Julian Assange à Londres et qui a retardé l'affaire suédoise. Et qui, évidemment, ils continuent toujours avec le cover-up, la couverture de cette histoire, parce qu'il y a eu des demandes FOI, des demandes pour les emails. Voilà. Donc, il y a une journaliste, Stefania Morizzi, qui a payé de sa poche pour aller devant le tribunal, avoir cette information. Elle n'a toujours pas reçu toute l'information. Emma Arbuthnot, voilà, la plus grande serpente. Lorsqu'il s'agit de torture, c'est voilà, le maître de torture. Les juges et les procureurs, quand il s'agit de torture, les juges et les procureurs ont la responsabilité de veiller au respect de ces normes dans le cadre de leur propre système juridique. Les décisions perverses d'Emma Arbuthnot, qui commencent quand même, je pense qu'en 2011, elle a rejeté son appel concernant les soi-disant affaires de viol. Et quand il a fait. Donc, elle a toujours fait des appels. Voilà, ces décisions sont toujours perverses. C'est l'extradition d'un couple indien qui avait accusé du meurtre d'un fils adoptif. Oui. Elle vient de refuser l'extradition d'une Russe qui aurait détourné 20 millions à peu près de dollars Je veux dire que refuser les extraditions... il faut lire les articles de Mark Curtis et Matt Kennard. Je ne sais pas si tu les as déjà publiés dans le Grand Soir. Pas tous. Mais il y a 2 articles qui sont vraiment pertinents sur Emma, sur Emma. Oh, ça commence à pleuvoir. Donc je dois. Oh, pardon, mais oui. Non, c'est parce que ces deux articles démontrent ses conflits d'intérêts par rapport à son mari, qui fait partie de House of Lords aussi. Il est vraiment. Voilà, là on est dans un. Je sais pas, il y a plein de serpents là-dedans, dans la famille d'Emma Arbuthnot et son fils. Vanessa Baraitser, encore une fois, un juge qui a des décisions préparées au début des audiences. Et je dois dire, maintenant, ils sont en train de poursuivre Craig Murray aussi. Donc voilà, comme quoi, on n'avait pas à tort quand on disait qu'ils allaient nous poursuivre tous. Donc Craig Murray, qui est un des défendeurs prominents et très forts de Julian, maintenant il est poursuivi aussi par l'Écosse. Comme quoi, voilà, comme si c'est un cas différent, c'est pareil. Mais en vérité, donc ils ont ciblé les gens qui peuvent attraper pour les éloigner aussi. Donc il faut se rallier derrière Craig Murray aussi. Il s'agit de David, ancien ministre de l'Intérieur britannique. Il y a encore l'article par Matt Kennard et Mark Curtis. Rob Davis, le gouverneur de Belmarsh. Il y a eu 4 décès de détenus, dont au moins un meurtre à Belmarsh au cours de la seule année dernière. C'est pas rien. Ces derniers mois ont vu, bon, je ne vais pas parler des autres choses, je ne vais pas répéter ça. Tony Blair, Gordon Brown, ces 2 hommes sont responsables de crimes de guerre commis en tandem avec les États-Unis. Je nomme, je n'ai pas. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Lenin Moreno. Voilà, torture et vente. Voilà, pour la vente pour la torture et la vente de Julian Assange, pour le prix d'un prêt de plusieurs milliards de dollars du FMI, espionnage de Julian Assange et de ses avocats et de sa famille par l'intermédiaire de la société de sécurité UC Global, vol remise aux États-Unis des effets personnels de Julian Assange, y compris des informations confidentielles relatives à sa défense. J'essaie d'aller plus vite. Les députés après les Australiens, il y a Julia Gillard, ex-premier ministre, et Scott Morrison maintenant. Donc aussi, parce qu'il y a eu des preuves sur la complicité de l'Australie concernant cette histoire. Donc il y a vraiment 5 pays qui ont conspiré pour attraper cet homme, un homme, que 5 pays pour un homme, c'est incroyable. Ça, c'est les noms que j'ai évoqués là, c'est les noms, les gens qui viennent Non, tu n'es pas là. Ça, c'est les parties du statut de Rome. Pour les États non partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale, comme les États-Unis, les auteurs américains peuvent toujours être poursuivis
même s'ils ne font pas partie du statut de Rome, si le Conseil de sécurité des Nations Unies prend les mesures appropriées. Le statut de Rome confère au Conseil de sécurité un rôle juridictionnel unique. L'article 13b du statut confère au Conseil le pouvoir agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de déférer à la CPI les situations dans lesquelles les crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis. Donc on peut chercher les Américains. Donc les noms que j'ai mis là, Fred Burton de Stratford, qui a dit que Assange c'est un pacifiste, il a besoin d'avoir la tête plongée dans une boîte de toilettes pleine à Guantanamo. Voilà, un personnage vraiment génial et charmant. De nombreuses preuves montrent que la stratégie de persécution a été orchestrée par cet individu et sa société. Fred fucking Burton, Stratford, Barack Obama et Hillary, le roi et la reine d'Al-Qaïda, comme a été prouvé par Wikileaks. Tous deux ont contribué à la création d'ISIS, à l'emprisonnement des lanceurs d'alerte. Il existe des preuves que Hillary a appelé à l'exécution extrajudiciaire de Julian quand elle a dit « Can't we just drone this guy ?» Donald Trump, évidemment, parce que c'est lui qui est derrière l'actuel kidnapping. Donc voilà quelques noms et j'ai pas mis tout le monde. Hein. J'étais Oui, voilà. Oui, parce que sinon on va y passer la soirée. Ouais, exactement. Donc voilà. Mais les gens qui veulent, évidemment, tout le monde peut agir. Et comme j'ai dit quand je suis sur Twitter, un avalanche peut commencer avec un petit caillou. Donc chaque caillou compte. Donc on doit s'organiser autour. Si on n'est pas dans une organisation, ceux qui sont dans le mouvement de Gilets jaunes, franchement, à chaque fois que vous sortez pour n'importe quelle cause qui est dans le Gilet jaune, portez quelque chose, je ne sais pas, un t-shirt de Julian, une masque avec Julian, quelque chose, des pancartes, parlez de lui à chaque fois que vous êtes sur une plateforme. Parler de lui avec, comment dire, à côté d'une autre cause. On peut toujours aussi parler de lui parce qu'il il est essentiel. Cet homme et ce qu'il fait, c'est essentiel. Si on veut vraiment avoir une liberté, parce que si vous ne voulez pas avoir si vous n'avez rien à cacher, ouvrez la porte à tout le monde. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous fermez, pourquoi avoir des serrures, pourquoi fermer la porte, hein? Et donnez les cartes de votre, les données de vos cartes c'est de bancaires à tout le monde. Vous n'avez rien à cacher. Mais après, il y a des organisations, surtout anglais, mais c'est pas grave. Au moins pour ceux qui parlent anglais, il y a Don't Extradite, pardon, mais c'est toujours Don't Extradite, DEA, il y a Wise Up Action, il y a plein d'organisations. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je suis Katia Campus, Katia, K-A-K-A-T-Y-A, pas tiré, underscore, Campus, C-O-M-P-A-S-S, Katia Campus. Donc, je mets plein de choses sur Julian Assange sur Twitter. Et bon, à part les Gilets jaunes, je ne sais pas ce qui existe vraiment en titre d'organisation. C'est pas grave, les Gilets jaunes, c'est suffisamment organisé pour faire des actions. Et même s'il s'agit d'une personne qui fait... Il y a un mec en Australie, par exemple, il a monté sur... C'était à Canberra, le Parlement australien. Je ne sais pas comment il a fait pour monter sur le toit jusqu'au sommet d'un truc là pour mettre un pancarte. Donc ça fait, voilà, c'était... Oui, une grosse action, donc forcément ça a été voilà, une personne avec une grosse action, même si c'est une action drôle, c'est pas juste... Oui, si vous voulez vous exprimer, exprimez-vous comme vous voulez, par l'art. Il y a des artistes qui ont fait, beaucoup d'artistes qui ont fait vraiment des actions très fortes, des musiciens, vous avez tous des talents, des capacités, vous avez une langue, vous avez un cerveau, voilà, parlez autour de vous, signez des pétitions, il y a plein de choses à faire, choisissez, voilà, trois petites actions, ça commence toujours avec une petite...
appeler, envoyer des emails, etc. On n'est pas stupide, je ne vais pas dire à tout le monde. Non, mais Si c'était votre sœur, votre frère, pensez à lui comme si c'était quelqu'un que vous aimez, si c'était votre fils, votre fille, je ne sais pas, quelqu'un que vous aimez. Vous aurez trouvé. Il suffit. Voilà, donc c'est pas difficile. Je n'ai pas à dire. Vous êtes pas. Je parle pas aux enfants. Hein. Je parle à dire ce qu'il faut faire. Non, mais c'est bien. Tu rappelles des idées concrètes d'action et du coup, je trouve que c'est bien pour. Les gens sont intelligents. Bien sûr, pour conclure et tout ça. Et puis en plus, du coup, c'est bien. Ça répond en même temps aux questions parce que du coup, les gens se demandaient un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer. Je te laisse conclure et donner aussi un petit peu des idées, d'actions, des choses que tu voudrais passer comme message aux gens. Écoute, j'ai du mal à donner des lignes d'action dans la mesure où le cas Assange est tellement vaste que vous pouvez... Peut-être parler d'actions qui vont arriver, Oui. qui s'organisent. Peut-être parler de choses qui s'organisent, ça peut être intéressant. Moi, j'agis dans mon petit coin, donc déjà, je ne peux pas parler au nom d'organisation. On a parlé on a parlé des Gilets jaunes. C'est probablement là où ils ont été les plus réceptifs pour des raisons qu'on peut comprendre. Hein. Mais mon souci à moi, c'est qu'il y a des tas d'organisations qui auraient dû être naturellement à bec et ongle en train de défendre Julian Assange et qui ne sont pas en train de le faire. Tous ceux qui s'intéressent aux libertés digitales sur Internet, tous ceux qui s'intéressent à la liberté d'expression, tous ceux qui s'intéressent au droit d'informer, ceux qui s'intéressent aux droits de l'homme. Il est par exemple pour moi complètement incompréhensible que eu égard au tout petit point d'iceberg qu'on vient de vous décrire, que Amnesty International n'ait pas déclaré Julian Assange comme un prisonnier politique, chose qu'il est. On ne me le fera pas, j'ai été responsable d'une association de défense des droits de l'homme dans les années 80-90, je sais ce que c'est qu'un prisonnier politique, je sais reconnaître un quand je le vois. Alors pourquoi Amnesty? Parce qu'eux aussi sont marqués par le poids de accusations et des choses comme ça. Il y en a qui vont vous répondre, des militants qui, comme ils nous ont répondu, c'est du vécu, hein, oui, mais il a violé, etc. Puis, hop, il faut que je recommence l'histoire. Se défaire du vocabulaire de l'extradition, il n'est pas jugé, et c'est une tentative de kidnapping. C'est un journaliste, c'est pas un lanceur d'alerte, c'est un homme qui a mis une organisation au service des lanceurs d'alerte. C'est une organisation qui était bâtie pour notre droit à l'information, pas pour la liberté de la presse. Les deux choses sont complètement différentes. La liberté de la presse recouvre aussi la liberté de la presse de mentir, je vous rappelle, et que la presse se sent tout à fait libre quand elle décide de déconner. Donc quand on utilise ce terme, méfiez-vous, vous êtes en train de défendre la liberté d'une industrie, de ses actionnaires et des millionnaires qui la possèdent. Parlez plutôt du droit à l'information du citoyen qui englobe, induit et oblige et nous donne et pose comme devoir du coup d'informer. C'est une véritable... Wikileaks, c'est une ligne de partage des eaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on critique Wikileaks, il faut parfois poser la question à l'envers. On dit par exemple, pourquoi vous avez peur d'être surveillé par la NSA si vous n'avez rien à vous reprocher? Et en même temps, on reproche à Wikileaks de publier des documents de l'armée ou des diplomates ou des sociétés. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez à cacher si vous n'avez rien fait de mal? Parce que ce n'est pas des brevets qui sont en train de publier, c'est des documents qui, d'ailleurs, certains sont devenus officiels plus tard, comme les accords transatlantiques qui étaient négociés en secret. Pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de négocier en secret? C'est-à-dire, quelle est la part de secret dont peut se targuer ceux qui nous dirigent? Si j'étais un candidat à une élection et que je te promettais la Lune, comme ils font, et que je pourrais me faire élire, mais si je disais la même chose, je te promettais la Lune et en même temps je te dirais, oui, mais je te prévenais, oui, mais dès que je suis élu, tu n'auras plus le droit de savoir ce que je fais. Comment j'agirai, avec qui je discuterai et qu'est-ce que je penserai réellement, à partir du moment où tu m'éliras, ce sera considéré comme un crime de le savoir. Est-ce que tu voterais pour moi? C'est pourtant ce qui est en train de se passer de facto. Des pouvoirs, souvent d'ailleurs même pas élus, des organisations sorties d'on ne sait où, qui prennent de plus en plus de pouvoir. On se demande aujourd'hui si c'est véritablement le président des États-Unis qui gouverne, par exemple. Je sais qu'il y en a qui me diront non, que c'est le deep state, etc., l'État profond. Mais je veux dire, ça devient de plus en plus évident tous les jours que de plus en plus de pouvoirs
prennent plus en plus de liberté pour eux, tout en les restreignant pour nous. Wikileaks se présentait de façon ironique, parce qu'on les avait accusés d'être avec les Russes, avec les Chinois, d'être un service de renseignement au service de je ne sais quelle puissance. C'est le terme exact d'une accusation lancée par Pompeo. Un service secret, voilà. Ils répondaient hostile. Ouais. Ils ont répondu, nous sommes un service secret au service du public. Et j'aime bien cette image. C'est-à-dire contre eux, on avait un outil. Ils ont compris rapidement que cet outil, il ne fallait pas qu'il se démultiplie. Il ne fallait pas qu'il donne un exemple, il ne fallait pas que ça devienne le standard d'une information décentralisée qui échapperait des mains des conglomérats de l'information. Tu comprends? Parce qu'au-delà de Wikileaks, on peut discuter sur sa forme initiale, ce qu'il était. Mais ce qu'il était, c'était le pierre angulaire d'une nouvelle idée de ce que devaient être les médias. Il y avait de la théorisation derrière, c'est-à-dire que l'information ne devait plus être transmise de haut vers le bas, mais devait être décentralisée via des plateformes fiables qui assuraient de la sécurité et qui étaient totalement indépendants des pouvoirs, y compris juridiques, l'anonymat des lanceurs d'alerte, et qui à partir de là, en comptant sur chacun, sur sa responsabilité, comme aujourd'hui, n'importe qui peut publier un truc sur Internet. Mais là, au moins, on avait des organisations qui avaient derrière eux des vraies structures, de vrais journalistes. Ce n'étaient pas des aventuriers, c'était des rêveurs, des pacifistes qui ont été créés suite aux guerres menées contre l'Irak et l'Afghanistan. Rappelez-vous, pour les plus anciens, les plus jeunes ne s'en souviendront pas, parce que je vais peut-être finir en disant pourquoi Wikileaks est né. 2003, 2 ans après les attentats de New York, les Américains ont lancé 2 guerres contre l'Afghanistan, contre l'Irak. Parmi d'autres guerres. Hein. Et c'est là qu'on a vu apparaître un nouveau phénomène généralisé qu'ils ont eux-mêmes appelé le journalisme embarqué, embedded journalism. D'un seul coup, la grande presse avait abandonné toute prétention à nous informer. Ils devenaient les porte-parole d'une armée d'invasion qui était en train de commettre un crime humanitaire, une violation du droit international, attaquant 2 pays pour des motifs sans provocation. Ils ne se cachaient même plus, ils mettaient des gilets pare-balles, des casques, ils faisaient les malins, se faisaient interviewer devant des dunes mises en scène ou dans des chars américains, etc., etc. À tel point que ça fait 17 ans que la guerre est menée en Irak, et je mets au défi un seul de nos spectateurs de me dire est-ce qu'il a entendu ne serait-ce qu'une seule fois la parole d'un opposant irakien à l'invasion américaine. Faut-il me dire et faut-il croire qu'aucun Irakien n'a eu le droit à la parole pour dire à quel point les médias ont choisi leur camp? Si vous êtes confortable avec ça, quoi que vous pensiez de Saddam Hussein, quoi que vous pensiez, si vous êtes confortable avec cette idée que désormais on peut faire taire complètement la voix des victimes, bien, j'ai rien à vous dire, continuez les gars. Si ça vous gêne éthiquement, et je dis bien quel que soit, vous avez un sérieux combat à mener, parce qu'on s'endort sur nos lauriers et on ne s'est pas rendu compte. Les médias détenus par des milliardaires, voulez-vous me faire croire que des milliardaires investissent dans des entreprises qui perdent de l'argent pour le maintien de la démocratie? Merde, ils sont capables de fermer des usines qui gagnent de l'argent, mais pas assez. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à détenir des médias qui sont des puits des fonds perdus d'argent? Parce qu'il y a le pouvoir derrière eux. Ils ne sont pas là pour vous servir. Lorsqu'est arrivée une organisation avec une efficacité redoutable, parce qu'elle faisait appel à la conscience des lanceurs d'alerte et indépendant de toute influence extérieure, c'est pour ça que je dis qu'elle représentait une menace existentielle. Parce que d'un seul coup, on allait se rendre compte à quel point ces gens-là étaient non seulement inutiles, les grands médias et leurs milliardaires, mais carrément des parasites de l'information. Ils occupent la scène pour ne pas laisser voir la vraie information. La vraie information, ce n'est pas celle que tu racontes en public devant un micro avec ta cravate bien, c'est celle que tu dans l'oreille de ton assistant. C'est celle que tu écris dans un email que tu crois secret lorsque tu es en train de dire le contraire et de défendre et de mettre en œuvre le contraire de ce que tu... Est-ce que quelqu'un a envie d'aider les menteurs? Est-ce que quelqu'un a envie de cette façade
d'informations qu'on est en train de servir, qui de temps en temps transpirent, on voit bien comme ça des fuites comme ça, des craquements Covid, ils ont mal géré ça, mais il y a d'autres sujets qu'ils ont très bien géré. Donc ils ont mal géré la propagande sur ce coup-là. Est-ce que vous avez envie de ça? Alors critiquer Wikileaks, oh là là, c'était la première expérience les gars. C'était la première fois qu'un truc se faisait comme ça. Critiquer Wikileaks, c'est comme critiquer le premier bulletin d'information en noir et blanc diffusé en 1917, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Wikileaks a sauvé, il n'y a rien à critiquer. On arrête les guerres, on sauve des vies. Voilà, donc si, ça fait 10 ans, mais la pertinence de Wikileaks n'a jamais été aussi présente. C'est-à-dire plus le temps passe et plus Wikileaks avait raison. Wikileaks était en avance sur leur temps, nous on ne l'a pas compris, les ennemis de Wikileaks l'ont compris. On a peut-être encore du temps à sauver. Je vais du coup laisser la dernière parole à Niki et puis après on va conclure parce que ça fait presque 1h30 qu'on est en direct. D'accord, ok. Ok, j'irai vite. Voilà, je voulais juste surligner ce que Victor a dit, que Wikileaks a sauvé des vies en empêchant, les guerres, en mettant les criminels devant leurs actes. On sauve des vies. Donc il faut arrêter de parler qu'il a mis des vies en danger. C'est pas du tout vrai. Après, pour l'action qu'on peut faire, il a mis des vies en danger, disent les gens qui ont tué des millions de personnes. Voilà, en plus, en plus. D'un seul coup, le plus grand tueur, oui, voilà. Les criminels qui ont tué des millions, oui. Donc, voilà, pour les actions, il y a par exemple les instances. Récemment, je regardais un webinaire de UNESCO, pardon, sur la liberté de... Oh là là. Sur la liberté de presse. Toutes ces instances, UNESCO, etc., ils ne mentionnent jamais Julian Assange, c'est incroyable. Donc, écrivez au UNESCO. Écrivez au Conseil de l'Europe. Heureusement, récemment, le Conseil de l'Europe, il l'aurait connu. Il l'aurait connu comme prisonnier protégé. Non, mais à part de belles paroles, il n'y a pas eu d'action. Donc, il faut mettre la pression sur le Conseil de l'Europe. Écrivez et mettre la pression. Attention aux organisations qui font semblant d'être pour Julian et qui en fait font du mal. Donc les gens qui disent du mal sur ses avocats, etc., restez loin d'eux. Je ne vais pas les nommer, mais il y en a. Il y en a des organisations qui essayent de diviser les gens avec des rumeurs sur les avocats. Bon, peut-être ces avocats ne sont pas parfaits, peut-être ils font des erreurs, ça arrive, hein, personne n'est parfait. Mais bon, disons que nous, on suit la ligne de Julian et de son père. Et donc, si eux, ils font confiance dans l'équipe des avocats, etc., on suit ce qui se passe avec eux, on suit cette ligne. Donc, attention vraiment à ces gens-là. Et voilà, après, moi, contrairement aux autres, je m'en fiche s'il n'est pas... Il est journaliste, il a sa carte de presse, mais même moi, je m'en fiche. Quelqu'un qui nous apporte la vérité sur les crimes, même si c'était la dernière personne sur la Terre, si c'est dans l'intérêt public, pour moi, c'est quelqu'un que je soutiens et qui fait, voilà, qui agit dans notre intérêt, et pour moi, c'est un héros. Donc, cette discussion sur est-ce qu'il est journaliste, est-ce qu'il est narcissique, c'est déjà bon, sa personnalité, etc. C'est, oui, non, pas du tout. Donc voilà. Non, mais les gens qui se laissent faire, voilà. Et après, disons que. Attends, regarde, est-ce que Christophe Barbier étale son caca sur les murs? Parce que c'est ce qu'on a dit de Julian Assange. Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? D'un seul coup, regarde comme ça paraît terrible et mesquin, stupide ce que je suis en train de dire. Ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Julian Assange, je veux dire ça, qui est 1000 fois plus journaliste que Christophe Barbier. Désolé Christophe, t'es un con, mais bon. Non, il faut lire le livre de Camus, L'étranger, pour voir comment, voilà, quelqu'un qui a été
jugé parce qu'il était différent. Mais bon, Julien, il est différent parce qu'il est gentil, c'est un génie, c'est quelqu'un qui a agi contre ses propres intérêts au risque de sa vie pour nous sauver. Donc oui, il est différent. C'est un mégalomane qui fait ça en fait. C'est des gens narcissiques qui mettent leur vie au péril de la mort. Mais voilà, moi je vais finir avec ça, que Julian, il est vraiment à risque de mort, même avant septembre. C'est urgent, c'est vraiment super urgent, parce que l'establishment ne veut pas... Ah oui, il faut lui écrire en prison. Il y a des règles stupides. On peut pas envoyer une carte, par exemple. Bon, voilà, carte postale. Donc il y a des règles vraiment stupides. Mais vous pouvez lui écrire pour qu'il ne se sent pas... Voilà. Il y a un site qui n'est consacré qu'à ça avec l'adresse qui s'appelle Write en anglais, écrire. Write. Julian. Il y a un site en anglais qui n'est consacré qu'à ça, qui les instructions pour écrire. C'est très simple, hein, vous copiez, il y a une adresse qui s'appelle writejulian.com, je crois, ou org, ou info, enfin bref, il n'y en a pas 36 000. Write comme écrire, Julian comme son prénom avec un A. Et là, vous avez l'adresse. Alors, il faut envoyer une enveloppe banale, pas de signe extérieur, mettez pas dedans une fleur séchée, une carte postale, ça ne lui sera pas transmis. Une lettre simple, feuille A4, blanche, écrit en encre noire ou bleu, pas de couleur. Hein. N'essayez pas d'être imaginatif et n'essayez pas de lui transmettre des messages. Faites au plus simple, quelques mots en français, il comprend le français. Pas d'appel, pas de plan pour s'évader de la prison. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Pas de photo dédicacée de Christophe Barbier. Pourquoi? Parce que la quantité de courrier que reçoit un prisonnier est l'aune à laquelle on juge la popularité de sa cause. Ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Donc même quand on ne lui donne pas le courrier, ce qui est souvent le cas, c'est pas grave. Ils savent combien il reçoit. Donc mettez-vous tous à vos plumes. Prenez une enveloppe, un petit timbre, mettez un mot « Merci Julian pour tout ce que tu as fait ». Autre chose si vous voulez, un poème, un machin. Envoyez la lettre, postez-la. Faites-la ça toutes les semaines peut-être. Je peux poser une question? À moi? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour son anniversaire le 3 juillet? Le 3 juillet, c'est l'anniversaire. Venez pour ce qu'on va organiser. Alors, on a fait aussi des choses, quand je dis on, c'est pas moi qui les ai organisées, c'est le groupe Assange Ultime Combat, des voyages pour manifester devant la prison de Belmarsh, des bus qui partaient de Paris et ne sont pas passés inaperçus, je vous le jure. Les Français étaient en majorité. Julian Assange, qu'on essaye d'isoler aussi de son public, de son supporter, nous a entendus crier dans la rue. On a acheté des mégaphones. Moi, j'ai acheté un truc sur Amazon. Je suis désolé, mais il n'y avait pas autre choix. Avec une portée de 1,5 km pour être sûr qu'ils nous entendent. On a crié, on a marché autour de l'ambassade. On sait qu'ils nous ont entendus. C'est pas des détails, ça, parce qu'on essaye de l'empêcher aussi de savoir quel est le degré de la solidarité autour de lui. Donc, il faut qu'il tienne psychologiquement. Il souffre physiquement de sa maladie, d'un problème des os, des dents. Il n'est pas soigné depuis des années. Donc ce soutien moral dans un premier temps. Ensuite, il y a des groupes que vous les trouverez naturellement si vous vous investissez dans le combat. Mais si j'avais qu'une chose à vous demander, c'est arrêtez, empêchez les journalistes et même les copains des médias alternatifs d'utiliser le terme d'extradition. C'est un enlèvement qui se prépare. C'est un kidnapping d'un journaliste. N'admettez pas... qui a déjà été... Ils ont pour les États-Unis. Contrairement au traité sur les réfugiés. Et si vous vous sentez désemparé pour faire autre chose, ou si vous êtes loin d'une organisation dans votre campagne, envoyez une lettre. Ça compte beaucoup. Et si vous recevez une réponse, je vous garantis que vous allez avoir envie. Parfois, il répond. Il ne peut pas répondre à tout le monde. Il n'a pas toujours du papier pour vous répondre. Et pour vous répondre, il faut que vous joigniez des timbres anglaises que vous pouvez acheter en ligne. C'est un peu technique, c'est un peu compliqué. Il faut acheter des timbres anglais, vous les faire livrer, les mettre dans l'enveloppe pour qu'ils puissent vous répondre. Bon, il y en a qui vont jusqu'à là, ceux les plus doués d'entre vous qui maîtrisez tout ça, qui comprennent ce que je veux dire. Les autres, allez sur Write Julian ou cherchez, vous allez le trouver et écrivez-lui. Je pense que... Et soyez attentifs à l'annonce peut-être d'un événement à Paris le 3. Ça peut être 3 juillet.
sachant que son procès va reprendre le 6 septembre, normalement, si tout va bien. Elle est assez souvent repoussée. Là, elle a été repoussée à cause du Covid-19. Voilà. Merci. Hein. C'est un plaisir, si tu veux, vas-y, je te laisse le tout. Non, je voulais juste dire, pour ceux qui veulent de violeurs, il y a le prince Charles, il y a Trump et il y a Biden. Donc voilà, qui ont été accusés par plusieurs femmes, beaucoup plus que 2 où il y a eu un problème avec la capote. Donc, voilà, si vous cherchez des violeurs, voilà, il y en a. Donc faites beaucoup de bruit par rapport à ces violeurs-là. Au lieu d'insister sur Julian. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous les deux pour votre présence. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Vous n'êtes pas si nombreux que ça à comprendre la cause et à nous donner la parole. Voilà, c'est sympa. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Espérons qu'on va continuer le combat. Ensemble, moi je vais continuer jusqu'à la fin, et toi aussi Victor, mais franchement ne pensez pas que vous n'êtes pas important, vous êtes le plus, voilà, la force la plus importante c'est vous, donc on compte sur vous. Vous êtes la seule chose qui importe en réalité. Voilà. Moi je compte pas sur Christophe Barbier, sur qui on peut compter, sur qui Julian Assange peut compter, sur qui, à part vous qui nous écoutez. J'aimerais bien que... Je ne suis pas un mec à monter quelqu'un sur un piédestal. Je suis vraiment... Vous avez compris, je suis plutôt du genre cynique et ironique. Là, je n'ai pas envie d'être ironique et cynique avec Julian Assange. Parce que c'est un mec bien et qui a vraiment eu ce geste de sacrifice pour un bien commun, alors que toutes les portes lui étaient offertes pour un avenir brillant. En plus, les gens qui s'en prennent, d'une cause, il y a 2 façons de la défendre. La justesse de la cause, mais c'est aussi observer ceux qui attaquent la cause. Et je vous jure qu'il a en face de lui les plus grands salopards de cette terre. Ouais. Ceux qu'on aimerait tous voir tomber, ils se sont tous préavis. Et entre lui et nous, il y a les journalistes qui sont en train de jouer les pleutres, les traîtres, les moins que rien en faisant semblant de ne pas avoir compris ce qui se passe. Il n'y a que nous qui le sauverons. Et par là même, on peut voir aussi l'inutilité de cette presse. Des millionnaires. Et vive la presse démocratique. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de participer à cet échange. Il y en aura d'autres. On essaiera aussi d'être présent évidemment s'il y a une mobilisation qui se déroule à Paris ou ailleurs. Bientôt, très bientôt, je vous le dis, vu qu'on est ensemble en train d'échanger, il y a des plateaux débats aussi qui vont commencer à se mettre en place sur la chaîne où on invitera des gens sur différents sujets. Donc j'espère aussi pouvoir vous recevoir à l'occasion. Et puis ce sera avec un grand plaisir de pouvoir aussi proposer d'autres espaces de parole pour échanger un peu sur la cause de Julian. Et puis évidemment, je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence sur le direct, très nombreux encore une fois. Surtout que c'est un sujet assez particulier, qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément très au fait et c'est pas facile à expliquer, c'est un sujet complexe, très large, donc très content de vous avoir vu aussi nombreux sur le direct. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum autour de vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit pouce, ça permettra de diffuser un maximum le contenu. Sur les réseaux, c'est très important, c'est notre force de communication. On se retrouve de toute façon très bientôt sur Civicio pour de nouvelles interviews, manifestations, etc. comme vous le savez. Et du coup, je vous dis à très bientôt les amis, c'était Yacine Bletas pour Civicio.